Je m'appelle Marguerite Dubois, et à 62 ans, j'ai appris que la vengeance n'est pas toujours un plat qui se mange froid. Parfois, elle se sert toute seule, avec une ironie que même le destin n'aurait pu mieux orchestrer. Tout a commencé 3 ans auparavant, lorsque j'ai rencontré Philippe Moreau dans une galerie d'art à Paris. J'étais là par hasard, cherchant refuge contre une averse soudaine de novembre. Lui contemplait un tableau abstrait avec une intensité qui m'avait intriguée. Nous avions échangé quelques mots sur l'œuvre, puis sur l'art en général, et avant que je ne m'en rende compte, nous prenions un café ensemble dans un bistrot voisin. Philippe était veuf depuis 5 ans, tout comme moi. Son épouse était décédée d'un cancer, laissant derrière elle un fils unique, Thomas, alors âgé de 28 ans. Moi, j'avais perdu mon mari dans un accident de voiture 10 ans plus tôt. Nous n'avions pas eu d'enfant, ce qui avait toujours été une douleur sourde dans ma vie, mais j'avais appris à vivre avec ce vide. Notre relation s'était développée lentement, prudemment. Nous étions deux âmes blessées qui avançaient avec précaution, testant la glace avant d'y poser tout notre poids. Philippe dirigeait une entreprise familiale de fabrication de composants électroniques, une affaire prospère qu'il avait héritée de son père. Il était fier de son travail, fier de ce qu'il avait construit, même si ces dernières années, les difficultés économiques avaient commencé à se faire sentir. À bout d'un an de fréquentation, Philippe m'avait présenté son fils Thomas. Ce fut une rencontre glaciale. Thomas m'avait à peine regardé, répondant à mes tentatives de conversation par des monosyllabes. Je comprenais sa réticence. J'étais une étrangère qui prenait la place de sa mère dans le cœur de son père. Mais j'espérais qu'avec le temps, nous pourrions au moins développer un respect mutuel. Je m'étais trompé. Thomas était fiancé à une certaine Aurélie Beaumont, une jeune femme de 26 ans qui travaillait dans la mode. La première fois que je l'avais rencontrée, lors d'un dîner chez Philippe, elle m'avait jaugé de la tête aux pieds avec un regard qui en disait long. J'avais senti son mépris immédiat, peut-être parce que je ne correspondais pas à ses standards esthétiques. Je n'avais jamais été mince, et avec l'âge, j'avais pris quelques kilos supplémentaires. Mais j'avais toujours été à l'aise dans mon corps, refusant de me conformer aux diktats de la beauté imposés par la société. Aurélie, elle, était l'incarnation de ces standards. Grande, mince, impeccablement habillée, avec ce regard dur de quelqu'un qui juge constamment les autres. Elle et Thomas formaient un couple parfaitement assorti dans leur arrogance. Philippe et moi nous étions mariés discrètement, 2 ans après notre rencontre. Une cérémonie simple à la mairie, suivie d'un déjeuner avec quelques amis proches. Thomas n'était pas venu, prétextant un voyage d'affaires urgent. Aurélie non plus, évidemment. Philippe avait été blessé par cette absence, même s'il avait essayé de ne pas le montrer. Ils finiront par comprendre, m'avait-il dit ce soir-là, alors que nous étions seuls dans notre appartement. Thomas a besoin de temps pour accepter que je refasse ma vie. J'avais hoché la tête, mais au fond de moi, je savais que le problème n'était pas le temps. C'était moi. Plus précisément, c'était ce que je représentais pour eux, une femme qui ne méritait pas de faire partie de leur monde raffiné. Les mois suivants n'avaient fait que confirmer mes craintes. Les rares fois où nous nous retrouvions tous ensemble, Aurélie ne manquait jamais une occasion de faire des remarques désobligeantes. « Oh, vous reprenez du dessert, Marguerite ? Vous avez un appétit admirable. » Ou encore, « Cette robe est intéressante. » C'est du vintage, n'est-ce pas ? Avec un petit rire condescendant. Thomas, lui, m'ignorait simplement. Mais je voyais bien qu'il soutenait tacitement les piques de sa fiancée. Philippe, toujours diplomate, essayait de maintenir la paix familiale, ce qui signifiait souvent qu'il minimisait le comportement d'Aurélie. « Elle ne pense pas à mal, disait-il. C'est juste sa façon d'être. » Mais moi, je savais. Je savais exactement ce qu'elle pensait de moi. Pendant ce temps, l'entreprise de Philippe traversait des turbulences. La concurrence internationale, les coûts de production en hausse, les marges qui se réduisaient, tout cela pesait lourdement sur ses épaules. Je le voyais rentrer chaque soir un peu plus fatigué, un peu plus inquiet. Il ne m'en parlait pas beaucoup, ne voulant pas me charger de ses soucis professionnels, mais je sentais bien que la situation était grave. Un soir de janvier, il était rentré avec un air particulièrement sombre. Nous étions assis dans le salon, et il avait finalement lâché ce qu'il gardait pour lui depuis des semaines. Je vais devoir vendre l'entreprise, Marguerite. Ces mots étaient sortis comme un aveu de défaite. Philippe, qui avait consacré toute sa vie à cette affaire familiale, qui y avait mis son cœur et son âme, devait se résoudre à l'abandonner.
Il y a un groupe qui s'intéresse à nous racheter, avait-il continué. Des investisseurs qui veulent consolider plusieurs petites entreprises du secteur. C'est la meilleure solution. Au moins, les employés garderont leur travail. Je m'étais approché de lui, prenant ses mains dans les miennes. C'est une décision courageuse, Philippe. Tu fais ce qu'il faut pour protéger tes employés. Il avait hoché la tête, mais je voyais bien que cela lui brisait le cœur. Cette entreprise était son identité, son héritage. La vendre, c'était comme arracher une partie de lui-même. Les négociations avaient duré plusieurs mois. Philippe rencontrait régulièrement les représentants du groupe acheteur, des hommes en costume qui parlaient de rendement et d'optimisation avec un détachement clinique. Il ne m'en disait pas beaucoup, mais je voyais bien que chaque réunion l'épuisait un peu plus. Finalement, en mars, l'accord avait été signé. L'entreprise Moreau et Fils n'existait plus en tant qu'entité indépendante. Elle faisait désormais partie d'un conglomérat plus vaste. Philippe avait reçu une somme d'argent conséquente, suffisante pour assurer notre retraite confortablement, mais ce n'était pas une consolation. Il avait perdu quelque chose de bien plus précieux que l'argent, son sens du but, sa raison de se lever chaque matin. Thomas, quant à lui, avait été furieux. Non pas à cause de la perte de l'héritage familial, mais parce qu'il estimait que son père n'avait pas négocié assez dur. Tu aurais pu obtenir bien plus, lui avait-il reproché lors d'un dîner tendu. Mais tu as toujours été trop faible en affaires. Ces mots avaient transpercé Philippe. Je l'avais vu se recroqueviller légèrement, comme s'il avait reçu un coup physique. Mais il n'avait rien dit, se contentant de hocher la tête et de changer de sujet. Moi, j'avais serré les poings sous la table, luttant contre l'envie de remettre ce jeune homme arrogant à sa place. Mais ce n'était pas mon rôle. Je n'étais que la belle-mère, l'intruse qui n'avait aucun droit de regard sur les affaires familiales. Aurélie, elle, avait simplement souri, ce sourire satisfait de quelqu'un qui voit ses préjugés confirmés. Pour elle, Philippe était un raté qui avait tout gâché. Et moi, j'étais la femme qui profitait de ce qu'il lui restait. Après la vente, Philippe avait sombré dans une sorte de mélancolie. Il passait ses journées à lire, à se promener, mais je voyais bien qu'il était perdu. Un homme qui avait travaillé toute sa vie ne sait pas quoi faire de lui-même quand on lui retire soudainement son travail, même si c'est lui qui a pris la décision. J'essayais de l'encourager, de lui proposer des activités, des voyages, mais il refusait poliment. Plus tard, peut-être, disait-il. Pour l'instant, j'ai juste besoin de réfléchir. C'est dans ce contexte que nous avions reçu l'invitation au mariage de Thomas et Aurélie. Une grande cérémonie prévue pour le mois de juin, dans un château de la vallée de la Loire. Le carton d'invitation était luxueux, gravé sur du papier épais avec des lettres dorées. Monsieur Philippe Moreau et Madame Marguerite Dubois, disait-il, nos noms séparés comme s'ils appartenaient à deux mondes différents. Philippe s'était illuminé en recevant l'invitation. Pour lui, c'était un signe que son fils tendait enfin la main, qu'il l'acceptait à nouveau dans sa vie. Moi, j'étais plus sceptique. Je connaissais Aurélie, et je savais qu'elle ne faisait rien sans raison. Si elle nous invitait à son mariage, c'était probablement parce qu'il aurait été trop évident de ne pas le faire. Mais cela ne signifiait pas que nous serions les bienvenus. Les semaines précédant le mariage, Philippe était redevenu lui-même. Il parlait de l'événement avec enthousiasme, imaginant déjà comment cela pourrait être le début d'une nouvelle relation avec Thomas. Il avait même insisté pour que nous achetions un cadeau particulièrement généreux, un service en porcelaine de Limoges ancien que j'avais trouvé exorbitant, mais qu'il tenait absolument à offrir. C'est le mariage de mon fils unique, disait-il. Je veux qu'il sache que je suis fier de lui, que je le soutiens. Moi, je me préparais mentalement à une journée difficile. J'avais acheté une robe élégante, sobre, dans un bleu marine qui me seyait bien. Rien de tapas accent grave-l'œil, rien qui pourrait donner à Aurélie une raison supplémentaire de me critiquer. Je voulais juste passer la journée sans incident, pour le bien de Philippe. Le jour du mariage arriva enfin. Nous avions fait le trajet jusqu'en Loire en voiture, Philippe conduisant avec un sourire qu'il ne pouvait réprimer. Le château était magnifique, un édifice du XVIIe siècle parfaitement restauré, entouré de jardins à la française. Des voitures de luxe étaient garées partout, et des gens élégamment vêtus circulaient déjà sur les pelouses. Nous nous étions dirigés vers l'entrée principale, où une hôtesse nous avait dirigés vers nos places. Je m'étais attendu à être relégué au fond, mais à ma surprise, nous étions placés au 3e rang.
Pas au premier, évidemment celui-ci était réservé à la famille proche d'Aurélie mais assez près pour montrer que Thomas reconnaissait tout de même son père. Et la cérémonie était somptueuse. Aurélie était magnifique dans sa robe de mariée, un chef-d'œuvre de dentelle et de soie qui avait probablement coûté une fortune. Thomas, à ses côtés, avait l'air d'un prince charmant dans son smoking sur mesure. Ils formaient vraiment un couple de contes de fées du moins en apparence. J.E. regardait Philippe pendant la cérémonie. Il avait les larmes aux yeux en voyant son fils prononcer ses vœux. C'était un moment qu'il avait attendu toute sa vie, et malgré toutes les tensions, malgré tous les conflits, il était simplement heureux d'être là, de partager ce moment avec Thomas. Après la cérémonie, nous nous étions dirigés vers le château pour le cocktail. C'était là que les choses avaient commencé à se gâter. Nous nous tenions près du bar, un verre de champagne à la main, quand Aurélie s'était approchée de nous. Elle était rayonnante, entourée d'un groupe d'amis qui la félicitaient et admiraient sa robe. En nous voyant, son sourire s'était légèrement figé, mais elle avait continué d'avancer. Philippe, avait-elle dit avec une fausse chaleur. Merci d'être venu. Cela signifie beaucoup pour Thomas. Elle m'avait à peine regardé, mais j'avais hoché la tête poliment. Philippe, lui, l'avait félicitée chaleureusement, lui disant combien elle était belle et combien il était heureux pour elle et Thomas. Le service en porcelaine que vous nous avez offert est magnifique, avait-elle dit. Bien que, entre nous, nous ayons déjà reçu 3 services similaires. Mais c'est l'intention qui compte, n'est-ce pas? J'avais vu Philippe se raidir légèrement, mais il avait continué de sourire. Je suis content qu'il te plaise. Aurélie s'était alors tournée vers moi pour la première fois, son regard me parcourant de haut en bas. Marguerite, cette robe est intéressante. Un peu sombre pour un mariage, non? Mais je suppose qu'à votre âge, on préfère la discrétion. J'avais senti mes joues s'enflammer, mais je m'étais retenue de répondre. Merci, Aurélie. Tu es absolument magnifique aujourd'hui. Elle avait souri, satisfaite d'avoir marqué un point, puis s'était éloignée avec son groupe d'amis. Je les avais entendus rire quelques mètres plus loin, et j'étais certaine que c'était de moi qu'ils riaient. Ne fais pas attention, m'avait dit Philippe en me prenant la main. Elle est stressée par le mariage. Mais moi, je savais que ce n'était pas du stress. C'était de la cruauté pure et simple. Le dîner s'était déroulé dans la grande salle de réception du château. Les tables étaient magnifiquement décorées avec des fleurs blanches et des bougies. Nous étions assis à une table avec des collègues de Thomas, des gens que nous ne connaissions pas et qui semblaient peu intéressés à faire notre connaissance. J'essayais de profiter du repas qui était excellent, il faut le reconnaître quand j'avais remarqué qu'Aurélie nous regardait depuis la table d'honneur. Elle parlait à l'oreille d'une de ces demoiselles d'honneur, et toutes deux me fixaient en ricanant. J'avais essayé de l'ignorer, me concentrant sur mon assiette. Mais c'était difficile de ne pas sentir leur regard sur moi, leur jugement silencieux. Puis était venu le moment des discours. Le père d'Aurélie avait parlé le premier, racontant des anecdotes touchantes sur sa fille et souhaitant au jeune couple tout le bonheur du monde. Ensuite, c'était au tour de Philippe. Je l'avais vu se lever, un peu nerveux, et se diriger vers le micro. Il avait sorti un papier de sa poche, un discours qu'il avait préparé avec soin pendant des jours. Mais avant qu'il ne puisse commencer, Thomas s'était levé et avait pris le micro. Merci, papa, mais nous avons décidé de garder les discours courts ce soir. Peut-être juste quelques mots. J'avais vu la déception sur le visage de Philippe, mais il avait hoché la tête et rangé son papier. Il avait parlé brièvement, avec émotion, disant combien il était fier de son fils et combien il souhaitait du bonheur aux jeunes mariés. C'était touchant, sincère, mais j'avais remarqué qu'Aurélie consultait son téléphone pendant qu'il parlait, clairement désintéressée. Après le dîner, alors que les gens commençaient à circuler et à danser, je m'étais éclipsée aux toilettes. J'avais besoin d'un moment de répit, loin des regards et des jugements. Je m'étais rafraîchie, avais repris contenance, et m'apprêtais à retourner dans la salle quand j'avais entendu des voix féminines dans le couloir. Tu as vu comment elle s'est servie au buffet? On aurait dit qu'elle n'avait pas mangé depuis une semaine. C'était la voix d'Aurélie. Je m'étais figée, cachée derrière la porte des toilettes. Je sais, avait répondu une autre voix. Et cette robe? Elle ne se rend pas compte qu'elle ne peut pas se permettre de porter du moulant avec sa silhouette? Elles avaient ri, un rire cristallin et cruel. Honnêtement, je ne comprends pas ce que Philippe lui trouve, avait continué Aurélie.
Elle est vieille, grosse, et elle n'a absolument aucune classe. Mais bon, les hommes d'un certain âge ne sont plus très regardants, j'imagine. Tant qu'ils ont quelqu'un pour leur tenir compagnie. Et elle doit espérer hériter de ce qui reste de sa fortune, avait ajouté l'autre voix. Quelle fortune, avait ricané Aurélie. Il a bradé son entreprise pour une bouchée de pain. Non, franchement, elle n'est avec lui que parce qu'elle n'a rien d'autre. Qui d'autre voudrait d'elle? Elle s'était éloignée, leur rire résonnant dans le couloir. J'étais restée là, tremblante, les larmes menaçant de couler. Toutes ces années où j'avais essayé d'être patiente, compréhensive, de me faire accepter tout cela pour être réduite à ça. Une vieille femme grosse et sans classe qui profitait de son mari. Je m'étais regardée dans le miroir. Mon maquillage avait un peu coulé, et j'avais dû le retoucher. J'avais pris plusieurs grandes respirations, essayant de me calmer. Je ne voulais pas que Philippe voie que j'étais bouleversée. Ce n'était pas sa faute si son fils avait épousé une garce. Quand j'étais retournée dans la salle, Philippe dansait avec une cousine éloignée. Je m'étais assise à notre table, observant les invités s'amuser. Tout le monde semblait si heureux, si insouciant. Personne ne remarquait la femme seule dans le coin, celle qu'on avait réduite à rien avec quelques mots cruels. C'est alors qu'Aurélie était montée sur la petite scène où se trouvait le groupe de musiciens. Elle avait pris le micro, son sourire radieux éclairant son visage. Mes amis, avait-elle dit, sa voix portant dans toute la salle. Je voudrais prendre un moment pour remercier tout le monde d'être venu célébrer ce jour spécial avec Thomas et moi. Votre présence signifie tellement pour nous. Des applaudissements avaient retenti. Philippe était revenu s'asseoir à côté de moi, souriant. Et je voudrais aussi dire quelques mots sur la famille, avait continué Aurélie, son regard se posant sur nous. La famille, c'est ce qui compte le plus dans la vie. C'est pourquoi j'ai insisté pour que tout le monde soit présent aujourd'hui, même ceux qui ne font pas vraiment partie de notre monde. Mon cœur s'était serré. Je savais où elle voulait en venir. Parce que voyez-vous, l'amour, le vrai amour, transcende les différences de classe, d'éducation, et même. Elle avait fait une pause dramatique, son regard se fixant directement sur moi, et même de taille. Des rires étouffés avaient parcouru l'assistance. Certains invités avaient regardé dans ma direction. Par exemple, la belle-mère de Thomas ici présente, avait-elle dit en pointant vers moi. Marguerite a montré qu'on peut avoir de l'appétit pour la vie, littéralement. Plus de rire cette fois. Mon visage était en feu. Philippe, à côté de moi, s'était raidi. Non, mais sérieusement, avait continué Aurélie avec un sourire faussement innocent. J'admire les gens qui s'acceptent tels qu'ils sont, qui ne se laissent pas limiter par les conventions sociales ou les normes esthétiques. Qui continuent à se resservir au buffet même quand tout le monde les regarde. C'est une forme de courage, vraiment. La salle était maintenant silencieuse, mal à l'aise. Même ceux qui avaient ri semblaient réaliser que c'était allé trop loin. Aurélie, avait dit Thomas doucement, essayant de lui reprendre le micro. Mais elle avait continué, grisée par la tension. Et donc, je lève mon verre à Marguerite, à sa généreuse personnalité, à son appétit insatiable pour tout, et au fait qu'elle a su trouver un homme assez gentil pour accepter qu'elle ressemble à un gros porc. Un silence de mort était tombé sur la salle. Quelques hoquets de stupeur, puis plus rien. Philippe était devenu livide. Moi, j'étais clouée sur ma chaise, incapable de bouger, de respirer, de penser. À Marguerite, le gros porc de la famille, avait-elle dit en levant son verre, avec un rire hystérique. Thomas lui avait finalement arraché le micro, murmurant quelque chose à son oreille. Elle avait ri encore, puis était descendue de la scène, apparemment très fière d'elle. Philippe s'était levé brusquement, me prenant par la main. Nous partons. Maintenant. Sa voix tremblait de rage contenue. Nous nous étions dirigés vers la sortie, tous les regards sur nous. J'entendais des murmures, des chuchotements. Certains invités semblaient choqués, d'autres amusés. Mais personne n'avait dit un mot pour me défendre, pour nous défendre. Nous étions montés dans la voiture en silence. Philippe avait démarré, ses mains serrant le volant si fort que ses jointures étaient blanches. Nous avions roulé pendant plusieurs minutes avant qu'il n'explose. Comment ose-t-elle, avait-il crié en frappant le volant. Comment ose-t-elle te parler comme ça? Et Thomas? Il était là,
Il a tout entendu, et il n'a rien fait. Les larmes que j'avais retenues toute la soirée avaient finalement coulé. Pas des larmes de tristesse, mais de rage, d'humiliation, de douleur. J'avais été réduite à un objet de ridicule devant plus de 200 personnes, et pourquoi ? Pour le plaisir sadique d'une femme qui me méprisait simplement parce que je n'étais pas comme elle. Philippe, avais-je dit entre deux sanglots. Je suis désolée. Je suis désolée que tu aies un fils qui a épousé une telle. Non, m'avait-il coupé. Ne t'excuse pas. Tu n'as rien fait de mal. C'est elle qui devrait s'excuser. C'est elle et Thomas. Il avait arrêté la voiture sur le bas-côté, et nous étions restés là, dans l'obscurité, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Philippe m'avait prise dans ses bras, et nous étions restés ainsi pendant longtemps, deux personnes blessées trouvant du réconfort l'une chez l'autre. Finalement, nous avions repris la route, roulant en silence jusqu'à Paris. Il était près de minuit quand nous étions arrivés à notre appartement. Nous étions tous les deux épuisés, physiquement et émotionnellement. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'avais fixé le plafond pendant des heures, incapable de trouver le sommeil. Les mots d'Aurélie résonnaient encore dans ma tête. Gros porc. Ces deux mots avaient réussi à réduire toute mon existence, toute ma valeur en tant que personne, à ma seule apparence physique. J'avais toujours été une femme forte, indépendante. J'avais surmonté la perte de mon premier mari, j'avais reconstruit ma vie, j'avais trouvé l'amour à nouveau. Mais en un instant, une jeune femme cruelle avait réussi à me faire sentir plus petite, plus insignifiante que je ne l'avais jamais été. Le lendemain matin, Philippe avait essayé de joindre Thomas. Il avait appelé plusieurs fois, mais son fils ne répondait pas. Finalement, en fin d'après-midi, Thomas avait envoyé un message. « Papa, je suis désolé pour hier soir. » Aurélie avait trop bu. Elle ne pensait pas vraiment ce qu'elle a dit. « Laissons passer un peu de temps, d'accord ?» Philippe avait regardé le message avec incrédulité. « Trop bu, avait-il dit. C'est tout ce qu'il trouve à dire ?» Elle n'avait pas trop bu, elle savait exactement ce qu'elle faisait. Il avait tapé une longue réponse, puis l'avait effacée. Puis une autre, et l'avait encore effacée. Finalement, il avait simplement éteint son téléphone et l'avait jeté sur le canapé. « Je n'ai plus de fils, avait-il dit d'une voix brisée. Les semaines suivantes avaient été difficiles. Philippe s'était enfermé dans un silence morose. Il ne voulait plus sortir, ne voulait plus voir personne. La blessure infligée par Thomas et Aurélie était trop profonde. Il avait perdu son entreprise, et maintenant il perdait son fils. C'était trop pour un homme de porteur. Moi, j'essayais de rester forte pour lui. Mais en privé, je luttais contre mes propres démons. Les mots d'Aurélie avaient réveillé toutes mes insécurités, tous mes doutes. Je me regardais dans le miroir et je ne voyais plus qu'une femme grosse et vieille qui ne méritait pas l'amour de Philippe. Un matin, environ un mois après le mariage, je m'étais réveillée avec une résolution. Je ne pouvais pas laisser cette femme détruire ma vie, notre vie. Je devais reprendre le contrôle. Pas pour me venger, la vengeance est un poison qui empoisonne surtout celui qui la boit. Mais pour retrouver ma dignité, mon estime de moi. J'avais commencé à sortir davantage, à voir mes amis, à reprendre les activités que j'aimais. Je m'étais inscrite à des cours de peinture, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais que je n'avais jamais eu le temps. Je m'étais aussi remise à la natation, non pas pour perdre du poids, mais parce que j'aimais la sensation de l'eau, la liberté qu'elle me donnait. Progressivement, Philippe avait recommencé à sortir de sa coquille. Voir que je refusais de me laisser abattre lui avait donné de la force. Nous avions recommencé à voyager, à profiter de la vie. Nous avions décidé que si Thomas voulait nous exclure de sa vie, c'était son choix. Nous ne m'en dirions pas son affection. C'est environ 3 mois après le mariage que tout a changé. Nous étions à la maison un samedi après-midi quand Philippe avait reçu un appel de Thomas. C'était la première fois depuis le mariage qu'il parlait directement. « Papa », avait dit Thomas, sa voix tendue. « Il faut que je te parle. C'est important. Est-ce que je peux venir chez vous ?» Philippe avait hésité, me regardant pour avoir mon avis. J'avais hoché la tête. Quelle que soit la raison de cet appel, il valait mieux en finir. Thomas était arrivé 1 heure plus tard. Il avait l'air fatigué, stressé. Ses vêtements étaient froissés, pas du tout son style habituel. Aurélie n'était pas avec lui,
ce qui était un soulagement. Nous nous étions assis dans le salon, une tension palpable remplissant l'air. Philippe avait offert du café à son fils, qu'il avait refusé d'un geste de la main. Papa, avait commencé Thomas, ses mains tremblant légèrement. Je ne sais pas comment te dire ça. L'entreprise, celle qui a racheté ton affaire. Oui, avait dit Philippe, se penchant en avant. Ils ont organisé un événement la semaine dernière. Une réception pour présenter les nouveaux propriétaires, les investisseurs principaux. Aurélie et moi y avons été invités en tant que famille des anciens dirigeants. Il avait marqué une pause, avalant difficilement sa salive. Le propriétaire principal, celui qui détient la majorité des parts. Papa, c'était Marguerite. Le silence qui avait suivi était assourdissant. Philippe m'avait regardé, complètement perdu. Moi, j'étais resté immobile, mon visage ne trahissant aucune émotion. Quoi, avait finalement dit Philippe. Thomas, qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, papa. Marguerite Dubois est listée comme la principale actionnaire du groupe qui a racheté ton entreprise. Elle possède 65% des parts. Philippe s'était tourné vers moi, ses yeux cherchant une explication. J'avais pris une longue inspiration avant de parler. C'est vrai, avais-je dit calmement. Mais, comment? Pourquoi? Philippe semblait complètement désorienté. Tu ne m'as jamais dit. Je sais, avais-je répondu doucement. Et je m'en excuse. Mais laisse-moi t'expliquer. Je m'étais levé, marchant vers la fenêtre pour rassembler mes pensées. C'était le moment que j'avais redouté et anticipé depuis des mois. Mon premier mari, Robert, était un homme brillant mais discret, avais-je commencé. Il travaillait dans la technologie, dans les premiers jours d'Internet. Il avait développé un algorithme, un système qui est devenu la base de plusieurs technologies que nous utilisons aujourd'hui. Quand il est décédé, j'ai hérité de tous les brevets, les actions, les investissements. Je m'étais retourné pour faire face à Philippe et Thomas. Pendant des années, je n'ai rien fait avec cet argent. Je l'ai laissé entre les mains de gestionnaires de fortune. Je n'en avais pas besoin, je vivais confortablement avec ma pension et quelques investissements modestes. Mais après la mort de Robert, j'ai réalisé que cet argent pouvait faire plus que dormir dans des comptes bancaires. Combien? Avait demandé Thomas, sa voix à peine audible. Environ 800 millions d'euros, avais-je répondu simplement. Philippe avait porté sa main à sa bouche, sous le choc. Thomas était devenu blanc comme un linge. J'ai créé une société d'investissement il y a 10 ans, avais-je continué. Discrètement, sous le nom de mon ancien gestionnaire de fortune. J'investis dans des entreprises familiales en difficulté, je les aide à se restructurer, à se moderniser. Je ne cherche pas à faire des profits exorbitants, je cherche à préserver des emplois, à sauver ce que des gens ont construit pendant toute leur vie. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Avait demandé Philippe, sa voix brisée. Je m'étais approché de lui, m'agenouillant devant sa chaise pour être à sa hauteur. Parce que je voulais que tu m'aimes pour moi, Philippe. Pas pour mon argent. Pas parce que je pouvais résoudre tes problèmes financiers. Je t'ai rencontré dans une galerie d'art, un homme charmant qui regardait un tableau avec passion. Tu ne savais rien de moi, et moi je ne savais rien de toi, sauf que tu me faisais rire et que tu me regardais comme si j'étais la plus belle femme du monde. Les larmes coulaient maintenant sur mes joues. Quand tu m'as parlé de tes difficultés avec l'entreprise, j'ai voulu t'aider. Mais je savais que si je t'offrais de l'argent directement, tu refuserais. Tu es trop fier, trop attaché à ton indépendance. Alors j'ai fait ce que je fais le mieux, j'ai acheté l'entreprise par l'intermédiaire de ma société. Tu aurais dû me le dire, avait murmuré Philippe. Peut-être. Mais aurais-tu accepté? Aurais-tu pu accepter que ta femme sauve ton entreprise? Ou aurais-tu ressenti que je te considérais comme faible, incapable? Il n'avait pas répondu, parce qu'il connaissait la réponse. Thomas, qui était resté silencieux pendant tout cet échange, avait finalement parlé, sa voix tremblante. À la réception, quand ils ont annoncé ton nom, Aurélie. Il s'était arrêté, incapable de continuer. Aurélie a réalisé qu'elle avait insulté et humilié publiquement l'une des femmes les plus riches de France, avais-je dit pour lui. Une femme qui possède maintenant l'entreprise qui était censée être l'héritage de ton père.
Thomas avait hoché la tête misérablement. Elle était hystérique. Elle n'arrêtait pas de répéter que nous étions finis, que tu allais tout détruire, que nous ne reverrions jamais un centime. Elle voulait que je vienne te supplier de pardonner, Que tu fasses quoi, Thomas, avais-je demandé, ma voix plus dure maintenant. Que tu me présentes des excuses que tu ne penses pas vraiment? Que tu me dises que ta femme ne pensait pas vraiment que j'étais un gros porc? Il avait tressailli au mot, regardant le sol. Je suis venu de moi-même, avait-il dit doucement. Pas pour l'argent. Pas pour l'entreprise. Je suis venu pour m'excuser. Vraiment m'excuser. Il avait levé les yeux vers moi, et pour la première fois, j'y avais vu de la sincérité. J'ai été horrible avec toi depuis le début. Je t'ai jugé, méprisé, sans jamais prendre la peine de te connaître. J'ai laissé Aurélie te traiter comme elle l'a fait parce que, dans le fond, j'étais d'accord avec elle. Je pensais que tu n'étais pas assez bien pour mon père, pas assez bien pour notre famille. Il s'était tourné vers Philippe. Papa, je suis désolé. Je t'ai dit que tu avais bradé l'entreprise, que tu étais faible. Mais en réalité, c'est moi qui suis faible. J'ai laissé mes préjugés, mon arrogance, détruire notre relation. Et maintenant, je découvre que la femme que je méprisais a plus de classe, plus de dignité, plus de valeur que moi je n'en aurai jamais. Des larmes coulaient maintenant sur son visage. Marguerite, je suis profondément désolée. Pour tout. Pour mon attitude, pour avoir laissé Aurélie te maltraiter, pour ce qui s'est passé au mariage. Il n'y a aucune excuse pour ce qu'elle t'a dit, aucune justification. Tu méritais du respect, et nous t'avons donné de la cruauté. J'étais restée silencieuse un long moment, observant cet homme qui pleurait devant moi. Une partie de moi voulait le rejeter, lui dire que ses excuses arrivaient trop tard. Mais une autre partie, la partie qui aimait Philippe et qui comprenait ce que c'était que de perdre quelqu'un qu'on aime, savait que le pardon était nécessaire. Thomas, avais-je dit finalement. Ton père t'aime plus que tout au monde. Ton rejet l'a détruit, presque autant que la vente de son entreprise. Si tu es vraiment désolé, ce n'est pas à moi que tu dois le prouver, c'est à lui. Je m'étais tournée vers Philippe. Quant à l'entreprise, elle t'appartient toujours. Légalement, elle est à moi, mais dans mon cœur, dans mon esprit, elle t'a toujours appartenu. Je l'ai sauvée pour toi, pour que ton héritage ne disparaisse pas, pour que le travail de toute ta vie continue. Marguerite. Avait commencé Philippe, mais je l'avais arrêté d'un geste. Je sais que tu es fier, Philippe. Je sais que cela ne sera pas facile pour toi d'accepter ce que j'ai fait. Mais je t'en prie, essaie de comprendre. Je ne l'ai pas fait par pitié, ou parce que je te considérais comme incapable. Je l'ai fait par amour. Parce que je ne supportais pas de te voir souffrir. Philippe s'était levé et m'avait prise dans ses bras. Nous étions restés ainsi pendant de longues minutes, tous les deux pleurant, libérant des mois de tension, de douleur, de non-dits. Thomas nous avait regardés, puis s'était levé pour partir. Je vais vous laisser. Merci d'avoir écouté. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez immédiatement, mais j'espère qu'un jour. Thomas, avait dit Philippe en se détachant de moi. Reste. S'il te plaît. Et il était resté. Nous avions parlé pendant des heures cette nuit-là. Thomas nous avait raconté comment sa vie avec Aurélie était devenue un cauchemar depuis le mariage. Comment elle était obsédée par l'argent, le statut, l'apparence. Comment elle le critiquait constamment, le rabaissait, le comparait au mari de ses amis qui gagnait plus, faisait mieux. Après la réception, quand elle a compris qui tu étais vraiment, elle a complètement changé, avait-il dit. Soudainement, elle voulait que nous nous réconciliions, que nous devenions la famille parfaite. Mais ce n'était pas pour les bonnes raisons. Elle ne regrettait pas ce qu'elle t'avait fait, elle regrettait juste que tu sois riche. Et toi, lui avais-je demandé. Tu regrettes pour les bonnes raisons? Il avait réfléchi un long moment avant de répondre. Honnêtement? Je ne sais pas. Une partie de moi regrette parce que j'ai découvert qui tu es vraiment. Mais je veux croire qu'une autre partie regrette simplement parce que j'ai été cruelle avec quelqu'un qui ne le méritait pas, peu importe qui elle est ou combien elle possède. C'était une réponse honnête, et je l'avais respectée pour cela. Dans les semaines qui ont suivi, les choses avaient lentement commencé à changer.
Thomas venait nous voir régulièrement, seul. Aurélie, apparemment, ne voulait plus le suivre, trop embarrassée par la situation. Leur mariage, qui n'avait que quelques mois, montrait déjà des signes de fissure profonde. Philippe et moi avions eu de longues discussions sur l'entreprise. Il avait eu du mal au début à accepter ce que j'avais fait, se sentant émasculé, diminué. Mais avec le temps, il avait compris que mon geste venait d'un lieu d'amour, pas de pitié. Je veux retourner travailler, m'avait-il dit un jour. Pas comme propriétaire, mais comme consultant. Je connais cette entreprise mieux que quiconque. Je peux aider à la restructurer, à la moderniser. J'avais souri. Tu n'as pas besoin de ma permission, Philippe. C'est ton entreprise, ton travail. Fais en ce que tu veux. Et c'est ce qu'il avait fait. Il était retourné dans l'entreprise, cette fois sans le poids d'être le propriétaire, sans la pression de maintenir un héritage familial. Il pouvait simplement faire ce qu'il aimait, travailler avec son équipe, résoudre des problèmes, créer des choses. Un jour, environ 6 mois après la révélation, j'avais reçu un appel inattendu. C'était Aurélie. Marguerite, avait-elle dit, sa voix tendue. Il faut que nous parlions. Nous nous étions rencontrés dans un café neutre, ni trop chic ni trop simple. Elle était arrivée impeccablement habillée comme toujours, mais je voyais les cernes sous ses yeux, le léger tremblement de ses mains. Je sais que tu n'as aucune raison de m'écouter, avait-elle commencé. Après ce que j'ai fait, ce que j'ai dit. En effet, avais-je répondu calmement. Elle avait baissé les yeux, jouant nerveusement avec sa tasse de café. Thomas veut divorcer. Il dit que notre mariage était une erreur, que nous ne sommes pas compatibles. Mais je sais que c'est à cause de toi. Il t'admire maintenant, il parle constamment de toi et Philippe, de votre relation, de votre authenticité. Et tu penses que je suis responsable de tes problèmes conjugaux ? Non, avait-elle dit rapidement. Je sais que c'est ma faute. J'ai été horrible. Pas juste avec toi, mais avec Thomas aussi. Je l'ai épousé pour de mauvaises raisons, son nom, sa famille, ce que je pensais être son héritage. Et quand j'ai découvert que tout ce que j'avais méprisé chez toi, ton apparence, ton âge, ta simplicité apparente cachait en fait une femme extraordinaire, j'ai réalisé à quel point j'étais superficielle et vide. C'était probablement la chose la plus honnête qu'elle m'avait jamais dite. Pourquoi es-tu venue me voir, Aurélie ? Parce que je veux changer, avait-elle dit, ses yeux se remplissant de larmes. Je veux devenir quelqu'un de meilleur. Pas pour sauver mon mariage, je pense qu'il est trop tard pour ça. Mais pour moi. Je regarde ma vie et je réalise que je ne l'aime pas, que je ne m'aime pas, j'avais été surprise par cette vulnérabilité soudaine. La femme arrogante et cruelle que j'avais connue semblait avoir disparu, remplacée par quelqu'un de brisé et perdu. Je ne peux pas te pardonner ce que tu as fait, lui avais-je dit honnêtement. Pas encore, peut-être pas jamais. Tu m'as humilié de la pire façon possible, devant des centaines de personnes, le jour qui aurait dû être le plus heureux de ta vie. Tu as transformé ton mariage en un spectacle de cruauté. Elle avait hoché la tête, les larmes coulant librement maintenant. Mais, avais-je continué, je peux respecter ta volonté de changer. Le changement véritable est difficile et rare. Si tu es sincère, alors peut-être qu'un jour, nous pourrons avoir une relation civilisée. Pas de l'amitié, pas de la proximité, mais au moins du respect mutuel. C'est plus que ce que je mérite, avait-elle murmuré. Nous nous étions séparés ce jour-là sans résolution claire. Mais c'était un début. Les mois suivants avaient apporté plus de changements. Thomas et Aurélie avaient effectivement divorcé, un processus rapide et relativement amical. Aurélie avait déménagé à Lyon, prenant un poste dans une petite entreprise de mode éthique, apparemment en quête d'une vie plus authentique. Thomas, lui, était resté à Paris, se rapprochant progressivement de son père, étonnamment, de moi aussi. Un soir, presque un an après le mariage désastreux, Thomas était venu dîner chez nous. Nous étions assis dans notre salle à manger, partageant un repas simple que j'avais préparé moi-même. Marguerite, avait-il dit pendant le dessert. Je ne t'ai jamais vraiment remercié pour ce que tu as fait pour papa. Pour l'entreprise. Tu n'as pas à me remercier, Thomas. Si, j'ai à te remercier. Parce que tu as sauvé plus que l'entreprise. Tu as sauvé papa. Je le vois maintenant,
Comme il est heureux de travailler à nouveau, d'avoir un but. Sans toi, il aurait continué à décliner, à se perdre dans la dépression. Philippe avait pris ma main sur la table, la serrant doucement point. Et, avait continué Thomas, je veux m'excuser encore une fois. Non pas parce que tu es riche, non pas parce que tu as du pouvoir. Mais parce que je juge maintenant les gens différemment. J'ai appris que l'apparence, le statut, l'argent, rien de tout cela ne définit vraiment une personne. Ce qui compte, c'est comment tu traites les autres, comment tu aimes, comment tu vis. Il avait marqué une pause, cherchant ses mots. Tu aurais pu te venger de nous après le mariage. Tu aurais pu détruire financièrement Aurélie et moi. Tu aurais pu fermer l'entreprise, licencier tous les employés, juste pour nous faire mal. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as continué à être digne, généreuse et bonne. Ça, c'est de la vraie classe. J'avais senti les larmes monter à mes yeux. Entendre ces mots du fils de Philippe, ce jeune homme qui m'avait tant méprisé, signifiait plus que je ne l'aurais imaginé. Merci, Thomas. Cela signifie beaucoup pour moi. Nous avions continué notre dîner dans une atmosphère chaleureuse et détendue, parlant de tout et de rien, riant même à certains moments. C'était la première fois que je sentais vraiment que nous étions une famille, imparfaite et compliquée, mais une famille quand même. Quelques semaines plus tard, Philippe m'avait surprise avec une proposition inattendue. Marguerite, avait-il dit un matin au petit déjeuner. Et si nous renouvelions nos vœux ? Renouveler nos vœux, avais-je répété, surprise. Oui. Notre premier mariage était discret, presque secret. Nous nous sommes mariés parce que nous le voulions, sans nous soucier de l'opinion des autres. Mais maintenant, je veux que le monde entier sache à quel point je suis fière d'être ton mari. J'avais été profondément touchée par cette proposition. Mais Philippe, nous n'avons pas besoin de cela. Je sais que nous n'en avons pas besoin, avait-il dit en prenant mes mains. Mais je le veux. Je veux célébrer notre amour, notre parcours ensemble. Je veux que Thomas soit là, en tant que témoin. Je veux effacer le mauvais souvenir du mariage de Thomas et le remplacer par quelque chose de beau. Comment aurais-je pu refuser ? Nous avions organisé une petite cérémonie pour le printemps suivant, 2 ans après notre première rencontre dans la galerie d'art. C'était une célébration intime dans un jardin botanique à l'extérieur de Paris, avec seulement une 50aine d'invités, nos amis les plus proches, quelques collègues de l'entreprise, et bien sûr, Thomas. Le jour de la cérémonie était magnifique, un de ces jours de printemps parfait où le ciel est d'un bleu éclatant et l'air embaume les fleurs. J'avais choisi une robe simple mais élégante, dans un ton crème qui me seyait bien. Pas de blanc à notre âge, cela aurait été ridicule. Mais quelque chose qui reflétait qui j'étais vraiment, une femme mature, confiante, heureuse. Alors que je marchais vers Philippe dans l'allée bordée de roses, j'avais vu ses yeux se remplir de larmes. À côté de lui se tenait Thomas, souriant sincèrement pour la première fois depuis que je le connaissais. Nous avions échangé nos vœux, des mots simples mais profonds sur l'amour, le pardon, la résilience. Philippe avait parlé de comment j'avais transformé sa vie, comment j'avais été sa lumière dans les moments les plus sombres. Moi, j'avais parlé de comment il m'avait appris à faire confiance à nouveau, à ouvrir mon cœur après des années de solitude. Marguerite, avait-il dit, sa voix tremblant d'émotion, tu es la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Non pas à cause de ton argent, non pas à cause de ce que tu possèdes, mais à cause de qui tu es. Tu es généreuse, intelligente, drôle, et d'une beauté qui transcende toute norme superficielle. Je suis l'homme le plus chanceux du monde d'être ton mari. J'avais pleuré alors, des larmes de joie pure. Tous les mots cruels d'Aurélie, toutes les humiliations, tout le mépris, tout cela s'était évaporé dans ce moment. Parce que j'étais là, dans les bras de l'homme que j'aimais, entouré de gens qui m'appréciaient vraiment, célébrant un amour qui avait survécu à toutes les épreuves. Pendant la réception qui avait suivi, Thomas avait demandé à faire un discours. Mon cœur s'était serré, je me souvenais trop bien du dernier mariage auquel nous avions assisté, et de ce qui s'y était passé. Mais Thomas avait simplement levé son verre et dit, à Marguerite et à mon père. Vous m'avez appris que le véritable amour n'a rien à voir avec l'apparence, l'âge ou le statut. Le véritable amour, c'est voir l'âme de quelqu'un et la chérir pour ce qu'elle est. Papa, tu as trouvé une perle rare. Marguerite, tu as sauvé mon père de bien des façons, et tu as aussi sauvé notre relation père-fils. Pour cela, je te serai éternellement reconnaissant. À vous deux.
Les applaudissements avaient retenti, et j'avais vu plusieurs invités essuyer discrètement leurs larmes. Plus tard dans la soirée, alors que nous dansions, Philippe m'avait murmuré à l'oreille : « Sais-tu ce qui est ironique dans toute cette histoire ? » Quoi donc ? Si Aurélie ne t'avait pas insulté au mariage, si Thomas n'avait pas découvert qui tu étais vraiment, nous serions probablement encore dans cette situation tendue, ce mensonge par omission. D'une certaine façon, sa cruauté a forcé la vérité à sortir. J'avais réfléchi à cela. Il avait raison, d'une certaine manière. Parfois, les moments les plus douloureux de nos vies sont ceux qui catalysent les plus grands changements. Peut-être, avais-je dit. Mais je n'aurais jamais voulu que cela se passe ainsi. J'aurais préféré te dire la vérité moi-même, à mon propre rythme. Je sais. Et j'aurais préféré que tu n'aies jamais à subir une telle humiliation. Mais nous sommes ici maintenant, ensemble, plus forts qu'avant. C'est tout ce qui compte. Nous avions continué à danser, perdus dans notre petit monde. Les années suivantes avaient été les plus heureuses de ma vie. Philippe avait prospéré dans son nouveau rôle de consultant, apportant des changements significatifs à l'entreprise qui avait été la sienne. L'affaire avait commencé à croître à nouveau, embauchant de nouveaux employés, explorant de nouveaux marchés. Thomas avait rencontré quelqu'un de nouveau, une femme nommée Claire qui était infirmière. Elle était douce, gentille, et totalement dénuée de prétentions. La première fois que Philippe et moi l'avions rencontrée, j'avais su que c'était la bonne personne pour Thomas. Elle l'avait changé, adouci, rendu plus humble. Quant à Aurélie, j'avais eu de ses nouvelles de temps en temps. Elle semblait avoir trouvé une certaine paix à Lyon, travaillant pour des causes qui avaient du sens pour elle. Elle ne s'était jamais remariée, et d'après ce que Thomas me disait, elle regrettait profondément son comportement passé. Un jour, environ 3 ans après le mariage désastreux, j'avais reçu une lettre d'elle. Une vraie lettre, écrite à la main sur du papier simple. « Chère Marguerite », commençait-elle. Je sais que je n'ai aucun droit de t'écrire, et encore moins d'attendre une réponse. Mais j'ai besoin que tu saches certaines choses. Ces 3 dernières années ont été les plus difficiles et les plus transformatrices de ma vie. J'ai dû faire face à qui j'étais vraiment, à mes valeurs superficielles, à ma cruauté gratuite. J'ai dû accepter que j'avais détruit mon mariage, blessé des gens qui ne me voulaient que du bien, et que j'avais perdu le respect de presque tout le monde dans ma vie. Mais j'ai aussi découvert quelque chose, il n'est jamais trop tard pour changer. J'ai commencé une thérapie, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai réexaminé toutes mes croyances sur ce qui fait la valeur d'une personne. Et j'en suis arrivée à une conclusion, j'avais tout faux. Et la beauté n'a rien à voir avec la taille, l'âge, ou l'apparence physique. La beauté véritable vient de l'intérieur, de la façon dont on traite les autres, de la générosité de son cœur. Et selon cette définition, tu es l'une des plus belles personnes que j'ai jamais rencontrées. Je ne t'écris pas pour demander ton pardon. Je ne le mérite pas et je ne l'attends pas. J'écris simplement pour te dire merci. Merci d'avoir été digne face à ma cruauté. Merci d'avoir montré à Thomas ce qu'est une vraie femme de valeur. Et merci d'avoir été un exemple vivant du fait qu'on peut être jugé, rabaissé, humilié, et pourtant continuer à se tenir la tête haute. Tu as changé ma vie, Marguerite. Pas directement, mais par l'exemple. Tu m'as montré tout ce que je n'étais pas, et en faisant cela, tu m'as donné un but, devenir ne serait-ce qu'un 10e de la personne que tu es. Je te souhaite tout le bonheur du monde avec Philippe. Il a de la chance de t'avoir, et j'espère qu'il le sait. Avec mes plus sincères regrets et mon respect, Aurélie, j'avais lu cette lettre plusieurs fois, les larmes coulant sur mes joues. C'était une lettre sincère, honnête, sans excuse ni justification. Juste la reconnaissance de ses erreurs et le désir de changer. Je n'avais pas répondu immédiatement. J'avais besoin de temps pour digérer mes sentiments. Mais quelques semaines plus tard, j'avais écrit une courte réponse. Chère Aurélie, ta lettre m'a profondément touchée. Le pardon est un processus, pas un événement ponctuel. Je ne peux pas dire que je t'ai complètement pardonné. Les blessures que tu as infligées étaient profondes et ont laissé des cicatrices. Mais je peux dire que je respecte ton parcours de transformation. Nous sommes tous imparfaits. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui nous définit, ce n'est pas ces erreurs, mais comment nous choisissons d'y réagir. Tu as choisi de grandir, de changer, et pour cela, tu as mon respect. Je te souhaite de trouver la paix et le bonheur que tu cherches. Et qui sait,
Peut-être qu'un jour nos chemins se recroiseront dans de meilleures circonstances. Avec mes pensées bienveillantes, Marguerite, Philippe avait lu la lettre d'Aurélie et ma réponse. Tu es une femme meilleure que moi, avait-il dit. Je ne